Qui veut se lancer? Allez, Pascal, voilà. Pascal Chenon, qui est membre de notre association et spécialiste de la mission de marché des matières fertilisantes. Un petit coup de pub. Moi, j'avais une question pour Pascal Baudin. J'ai pas en fait compris quelle était la voie principale d'exposition. C'était la nourriture ou par l'inhalation? Par inhalation. Alors, c'est plutôt la nourriture qui est la C'est plutôt voie la nourriture. principale. Après, en fonction du milieu professionnel dans lequel on évalue, la voie pulmonaire peut être plus ou moins importante. Ok. Et donc, par rapport à la nourriture, là, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué ce matin. Est-ce qu'on a des informations? Si on est très exposé par la nourriture, c'est bien qu'il y a un transfert du sol ou des eaux vers les aliments. Ou parce que vous avez aussi parlé de transfert des emballages vers la nourriture. Donc, finalement, les PFAS dans ce qu'on ingère, est-ce qu'ils viennent de l'aliment lui-même? Alors, il peut venir de l'aliment lui-même. Il peut y avoir plus de l'emballage. Il peut y avoir un transfert. C'est quelque chose, quand on parlait de cette journée, on ne savait pas trop si ça allait être évoqué ou pas. C'est justement c'est cette histoire de transfert dans le biote, dans le vivant. Il y a des transferts vers les végétaux, ça, c'est sûr, c'est évident. Il y a des transferts aussi vers les animaux de rente, c'est-à-dire les animaux qu'on mange. Eux, ils boivent de l'eau de rivière, ils boivent ou de puits, et ils s'alimentent par les plantes qui aussi sont contaminées par des perfluorés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle hauteur ils sont contaminés, ces aliments-là. C'est des animaux de rente. Il y a très peu d'études, enfin moi j'en ai vu très très peu, qui montrent, qui identifient, enfin, qui montrent des concentrations de PFAS dans les viandes, dans les muscles des animaux. C'est la partie que l'on mange. Donc ça, c'est assez. Les données sont encore parcellaires. Ok. Je vais laisser la parole à d'autres. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, peut-être pas, sur les aspects santé. Enfin, moi, une petite remarque. Entre l'ortie et la souris, j'étais stupéfait, quoi. Pour moi, tout ça, c'est des surmulots. Je plaisante. C'est pas pareil. On a bien compris. Donc, s'il y a une telle variabilité chez des animaux qui se ressemblent tellement, chez les hommes, ça doit être aussi le cas, je pense. Ok. Il n'y a pas, il y a pas autant de disparité entre souris et rats que chez l'homme. On est tous. C'est bon. Même différence chez le rat, chez la souris, c'est une situation de mort, c'est les souris, sinon, c'est pas la même. Parce qu'on a vu qu'il y avait dans votre exposé, qu'il y avait une distinction entre ce qui se passe chez les filles et chez les garçons, qui était assez étonnante, et sur le système respiratoire, qui a priori est le même chez une fille et chez un garçon. Non. Ce qui était présenté, ce n'était pas forcément bien l'exposition par inhalation. D'accord. D'accord. Parce que c'est le mécanisme. Comme le système. Non, Ah, pardon. D'un point de vue hormonal, on n'est pas pareil chez les garçons et chez les filles. Une explication ou les explications une des explications entre différences filles et garçons, c'est ça, c'est le statut hormonal, c'est pas les mêmes hormones déjà. Et les hormones ne varient pas de la même façon chez les filles que chez les garçons, notamment les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles chez les garçons, c'est plutôt stable, alors que chez les filles, ça cycle. Parce que voilà, tous les 28 jours, il y a un cycle nouveau chez les filles et il y a une variation d'hormones plasmatiques qui peut influencer sur la toxicocinétique et sur la toxicologie de tout type de. Merci pour ce complément d'explication. Une autre question? Si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, Olivier Borriès, Société Transélie. Adhérent de l'association. Merci. Moi, j'avais une question sur la première intervention sur les fluides non newtoniens pour faire de la dépollution. Effectivement, ça a l'air d'être super chouette. Alors, désolé, je ne sais pas ce que c'est que des fluides non newtoniens. Et d'autre part, une fois que vous avez réussi à les lessiver, à les capter avec ce type de fluide, que devient le fluor et ses différents dérivés dans le cas de dépollution? Oui, alors je ne suis pas la spécialiste des fluides newtoniens, mais en fait, ça va être soit sous forme de gel ou de mousse, et c'est donc des
des liquides qui vont avoir une rhéologie particulière, contrairement à l'eau qui, elle, va migrer. Comme je disais, il y a des chemins, quand on injecte de l'eau dans le sous-sol, il y a des chemins préférentiels qui se créent en fonction du diamètre des pores. En gros, un niveau de gravier, un niveau de sable, l'eau va passer dans le niveau de gravier qui est plus perméable. Donc, le fluide non newtonien a des propriétés physiques de viscosité qui vont faire que finalement, ils vont migrer à la même vitesse en fonction de la pression appliquée, que ce soit dans le gravier ou dans le sable. Donc, à ce moment-là, on a vraiment un lessivage qui va être homogène de tout le milieu. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt. Ensuite, ce fluide va être combiné avec des additifs qui vont avoir des actions au regard de certains polluants. Donc l'enjeu ici était de trouver l'additif qui va permettre de remobiliser les PFAS. Donc effectivement, on est sur un système de lavage des sols et donc ces fluides ensuite, une fois qu'ils sont collectés, le but ça va être de traiter les PFAS présents. Et donc il y a deux choses à faire, ça va être les concentrer pour réduire au maximum le volume et détruire les PFAS. Donc, ce que l'on a fait, nous, dans le projet, c'est de tester différentes technologies de dégradation, donc soit par oxydation avancée, et donc c'est là que je parlais du DMSO, soit par charbon actif, dans le même principe que ce que l'on connaît sur d'autres process, et également donc la cavitation ultrasonique. Voilà. Donc effectivement, on a soit, une fois les mousses extraites, on a soit la possibilité d'appliquer des traitements, donc on parle de traitement en cascade, hein, donc soit des techniques séparatives, soit destructives, et donc c'est là tous les enjeux de nos recherches. Merci. Ah oui, alors le fluor, si on le détruit, il est minéralisé, et on a du fluor inorganique. L'enjeu est d'être capable de mesurer les short chains, et donc justement, effectivement, toutes ces techniques de dégradation réduisent les longueurs. Le terminal, c'est le TFA. Hein. Donc l'enjeu, c'est d'être capable si on cherche à les détruire et pas à les séparer, mais si on cherche à les détruire, c'est de s'assurer qu'on a réduit jusqu'à la minéralisation. Merci. C'est clair la réponse? Ok. Moi aussi, je me demandais ce que donnait le fluor, mais voilà, il devient inorganique. Hein, c'est ça. Ah, pardon. Oui, je vais compléter. Donc, il y a du fluor organique et le fluor inorganique. Donc, effectivement, on a des seuils très bas pour les PFAS à 0,1 microgramme. Les limites de potabilité pour le fluor inorganique dans l'eau, c'est 1500 mg. Donc, on n'est pas du tout sur des mêmes seuils de toxicité. Donc, le fluor inorganique n'a pas cette toxicité que va avoir le fluor organique et les PFAS. Donc, effectivement, ce n'est pas un problème d'avoir les eaux minérales, certaines eaux minérales vendues en boutique dépassent cette norme de 1500 mg. Voilà, j'ai pas voulu ce microgrammes. Ou de 1500, voilà, 1,5 mg et 1500 microgrammes. Donc effectivement, j'ai pas cité de marque, mais on en boit. De mémoire, je ne sais pas s'il y a des jeunes parents dans la salle et tout, mais moi, je me souviens très bien que mes enfants, il fallait donner la petite pastille avant d'aller se coucher, et c'était le fluor. Voilà. Alors après, j'ai cru comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Les dentistes étaient revenus là-dessus. Bon. Voilà. Ah, mon camarade. Ah, pardon. Il y avait une question là-bas. Après, Richard. Bonjour. Richard, on attend ta question à 1000 euros. Janine Anto pour la société OTV qui s'occupe des traitements des eaux. Et mon question pour M. Van Lebusch, est-ce que c'est possible de quantifier en bilan de masse des PFAS qui rentrent et qui sortent en voie liquide et solide? Et si c'est possible, est-ce que j'ai tendance de vous demander une approximation entre la proportion entre chaînes longues et courtes des PFAS dans l'eau, qui sort dans l'eau et qui sort dans la boue? Merci pour votre question. Alors, l'analyse, faire un bilan matière décomposée perfluorée sur une station d'épuration, c'est un challenge. Puisque, comme vous le savez, on a une variabilité en termes de débit en entrée d'une station d'épuration. On a une variabilité sur la qualité donc des concentrations des composés perfluorés en entrée. Et ensuite, on a des temps de séjour pour l'eau d'un côté et pour les boues de l'autre qui sont extrêmement différents. On va avoir plusieurs heures pour l'eau et on va avoir plusieurs
dizaines de jours, en fonction de la filière. Hein. Si on a de la méthanisation, on va pouvoir monter à 40, 50 jours. En termes de... Donc voilà, et si on prend la méthanisation par exemple, on a le digestat, donc avec la fraction solide qu'on récupère et qu'on va éliminer assez rapidement, et le digestat liquide qui, lui, va être envoyé en tête de station et qui sera porteur également de composés perfluorés. Donc, il y a un gros travail d'échantillonnage à effectuer pour pouvoir estimer au mieux, faire ce bilan de masse, sans oublier qu'on a également ces précurseurs qui vont un petit peu nous perturber dans notre bilan matière. Donc, on a une estimation grossière un petit peu de la répartition et des flux qu'on va obtenir. Ce n'est pas une tâche extrêmement aisée à effectuer. Voilà, si je peux répondre à votre question. C'est avec un malin plaisir qu'on va donner la parole à mon ami Richard, qui est expert judiciaire sur ce dossier lyonnais. Voilà. Et non, je n'ai pas le droit de parler. Non, j'ai une question pour Mademoiselle Lyons. Pourquoi du DMSO, déjà, comme oxydant, alors que globalement, les oxydants habituels, c'est pas ce qu'on utilise classiquement, notamment des pollutions des sols, des pollutions des eaux. Et je suis surpris du rendement, 97% d'abattement pour l'épiphase, alors que globalement, on dit que l'épiphase, c'est indestructible et qu'on n'arrive pas à les oxyder. Donc, surpris, mais... Alors, je vais répondre à la... J'ai tendu directement le micro à Eric, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce sont des travaux qui sont issus d'un travail de thèse, et Eric est le directeur de thèse, donc je lui laisse vous répondre. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la méthode. Donc, le DMSO, c'est un solvant aprotique qui va être associé avec de l'hydroxyde de sodium, donc la soude, hein, et on monte, donc en fait on essaye de limiter la quantité d'eau, donc on essaie d'extraire, de concentrer l'épiphase, on le mélange avec ce mélange DMSO et soude, donc on monte à des pH qui sont de 13-14, et on monte en température jusqu'à 140 degrés. Donc c'est un traitement physico-chimique, d'accord, qui va nous permettre progressivement de casser la molécule. Donc, on va avoir une défluorination qui va s'effectuer et la longueur de chaîne va se raccourcir au fur et à mesure du traitement. Et donc là, on va pouvoir, en fonction des molécules qu'on va considérer, avoir des rendements qui sont ceux que Julie a annoncé tout à l'heure sur ces composés-là. Mais ça veut aussi dire que le coût énergétique associé est extrêmement important. Et je pense qu'il faut bien avoir conscience que si on veut détruire, éliminer l'épiphase, ça ne se fera pas sans un investissement, ne serait-ce en termes de CAPEX-OPEX, qui va être extrêmement important. Donc d'où les chiffres qui sont sortis de plusieurs milliards d'euros de coûts de dépollution. Puisque on a face à nous une molécule qui est dite polluant interne, mais qui est très réfractaire à la dégradation. Donc, il y a relativement peu de procédés qui peuvent permettre cette dégradation-là. Et tout à l'heure, on a parlé de la cavitation ultrasonique. C'est un autre procédé qui génère des microbules. Et dans la microbule, on monte à 5000 Kelvin. Donc, on fait de la pyrolyse au centre de la bulle qui va complètement pyrolyser la molécule. Et là, on a aussi des rendements qui sont au-delà de 93-94% de dégradation des composés perfluorés. Mais là, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin d'un process qui soit également performant à ce niveau-là. Versus le traitement biologique qui, lui, prend des mois et des mois pour pouvoir une dégradation. Ça va faire plaisir aux vendeurs de sonification, parce qu'à un moment donné, pour traiter les boues et pour améliorer leur dégradation, c'était un des dispositifs qui était testé. Je ne sais plus s'il est trop à la mode, mais ça, ah bon, ça va revenir. Okay. Donc, ça permet aussi d'améliorer les rendements en méthanisation. Donc, d'une pierre deux coups. D'autres questions? Voilà, Alexandre. Oui, bonjour, Alexandre Segui de Veolia Agriculture. Juste une question, parce que c'est une subtilité que je n'avais pas, sur les composés organiques fluorés.
et les PFAS. Donc, je comprends que les PFAS, c'est une petite partie de ces composés organiques fluorés. Enfin, une petite partie ou pas d'ailleurs, j'ai pas trop compris. Je voudrais savoir si tous les composés organiques fluorés sont dangereux. Ils posent tous des difficultés de santé, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des composés à peu près normaux, neutres? Est-ce que ça existe? Enfin, parce que voilà, et est-ce que on nous dit qu'il y a beaucoup de PFAS? Est-ce que, donc, 4000 molécules, on en voit qu'il y en a deux, enfin, plus sûrement, certainement, qui sont, on va dire, dangereuses. Est-ce qu'on a retrouvé des PFAS qui ne sont pas? Ou est-ce qu'on ne peut pas conclure? Enfin, voilà, c'est un peu de toutes les questions que Des je me PFAS pose. qui sont pas dangereux, sûrement. Après, il faudra attendre des études toxicologiques, hein. Après, en laboratoire, voilà, on peut pas faire tous les tests sur toutes les molécules qui ont été identifiées. Toutes les molécules fluorées sont pas, enfin, oui, fluorées, hein, sont pas forcément dangereuses, hein. D'autres si. Je sais pas, hein, est-ce que les gaz fluorés qui étaient, donc ça c'est pas des PFAS, mais c'est dangereux. Là, donc on peut pas faire de, oui, oui, c'est des gaz à effet de serre. Donc on peut pas faire de généralité. Faut vraiment aller au cas par cas, même au sein des PFAS, hein, on le sait d'un point de vue toxicologique, ils ont leurs propres caractéristiques. Donc voilà, c'est difficile de faire des généralités en termes de toxicité sur les PFAS. Mais ça signifie quand on cible le PFOS, quand on cible le PFOA, là, on est clair sur Oui. ce qu'on cible, Mais on peut des, pas, coch- on peut des pas cochonneries, mais est-ce que l'AOF, est-ce que ça a un sens de cibler l'AOF et d'un point de vue toxicologique? Oui, Non, d'accord. non, non. Peut-être juste pour compléter, donc effectivement, nous, j'ai parlé du Decision Support Framework, c'est donc l'outil d'aide à la décision qu'on a développé, qui recense toute une liste de composés, et toutes les propriétés physico-chimiques des polluants. Donc effectivement, la problématique va être pour... donc voilà, il y a des milliers de PFAS, il y en a qui sont plus persistants que d'autres. Donc la problématique va être pour les persistants, mobiles et potentiellement toxiques. Donc effectivement, il y a un tri à faire là-dessus. Mais comme on dit, on n'a pas encore toutes les données toxicologiques. C'est pour ça que voilà, donc nous, il y a des approches QSAR, QSPR qui sont des approches in silico, où à partir de la forme, de la structure chimique de la molécule, on va essayer de prédire par analogie avec d'autres. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle, voilà, là-dedans, peut y venir? Comment on peut faire par analogie pour prédire les propriétés des molécules qu'on n'a pas encore testées sur la base des molécules qu'on connaît? Donc, effectivement, on commence avec PFOA, PFOS, et puis voilà, il va falloir patienter, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a aussi des PFAS dans la ventoline, hein, comme c'est inerte, et que ça permet de lutter contre les asthmatiques. Voilà, ok. Bon. Ah ben, Fabienne, je crois qu'il y a Fabienne aussi, adhérente historique de l'association, hein, exploitante de plateforme de compostage, qui vient régulièrement à nos manifestations. Merci. Oui, bonjour, Fabienne Erard, la compostière de l'Aube. Justement, dans cette transition, concrètement, est-ce qu'on peut se passer des PFAS? Est-ce qu'on peut arrêter d'en produire et d'en utiliser? Comment on s'en sort? Il est prévu, et il a depuis 2015, cette notion d'usage essentiel et usage non essentiel. Donc effectivement, tout se base sur qu'est-ce que va être défini comme essentiel et non essentiel. Mais effectivement, un usage essentiel, de mémoire, et alors là, de mémoire, ça va être une molécule qui contribue donc à un usage, on va dire, vital pour la société, donc santé, sécurité, au moins santé, sécurité, pour lequel il n'y a pas de substitut qui existe actuellement. Et elle est beaucoup plus complète là où vous pourrez la lire. Oui, en ce moment, il y a un gros travail sur ça, hein, c'est-à-dire les usages essentiels et non essentiels. Non essentiels, par exemple, bah, c'est les PFAS qui sont dans les cosmétiques. Ouais, donc ça, c'est... bon, donc ça, on voit bien en quoi c'est non essentiel. Mais par exemple, les tenues, on parlait des mousses anti-incendie, les pompiers aussi ont des tenues de protection avec des PFAS. Donc,
ça serait plutôt dans les utilisations essentielles. C'est des mesures de protection. Après, on sait qu'on utilise ces molécules, ça avait été évoqué, quels sont les process pour que ces molécules ne soient pas toxiques pour celui qui les porte. Et donc, il y a tout un tas de procédures qui seront aussi à mettre au point. Bonjour, Jean-Luc Josio, je suis président du CIPREA, président de Valtera. C'est une question scientifique, alors c'est plus une question citoyenne. On voit qu'il y a, alors vous parlez, je crois, une espèce de vertige là, jusqu'à 1 million de molécules chimiques. Que fait l'Europe par rapport à ça et à REACH, par exemple, où on nous avait, en fait, enfin, l'interprétation que j'en ai, c'est qu'on nous avait vendu un système qui permet de protéger la population vis-à-vis de ces polluants chimiques. Et vis-à-vis de l'industrie chimique, comment elle se positionne par rapport à ça, par dire qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, pour les scientifiques et pour les médecins, cette procédure, en fait, ne fonctionne pas ou très mal. Enfin, c'est l'interprétation que j'en ai, parce que toutes ces saloperies arrivent au niveau de l'alimentation, on parle des cosmétiques, d'une imprégnation, et comment, en tant que citoyen, on peut lutter contre ça. Enfin, c'est vertigineux, là. Alors, si je reviens sur REACH, il y a plusieurs États membres de l'Union européenne qui, il y a quelques années, avaient porté une motion visant à interdire l'utilisation et la commercialisation et l'utilisation des PFAS en Europe. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pour porter une liste de composés, mais il y a aussi un gros travail de lobbying industriels et d'autres utilisateurs qui ont fait que ça a un petit peu capoté cette histoire-là. Donc, on avance, puisqu'il y a quand même une loi qui a été votée il y a quelques semaines qui va nous permettre d'avancer vers une diminution de l'utilisation, mais pas de bannir l'utilisation de ces molécules. On parlait d'usage essentiel tout à l'heure. Je pense que le chemin est encore très, très long pour arriver à diminuer ces usages. Après, en tant que citoyen, on peut aussi être un peu plus, faire plus attention à ce que l'on achète. Aujourd'hui, si vous achetez une veste qui est faite à partir de Gore-Tex, ce sont des PFAS. Vous allez dans votre magasin acheter un canapé anti-tache, vous avez des PFAS. Donc, en fait, ce sont des produits qui ont totalement envahi notre quotidien, qui nous sont invisibles. Prenez votre voiture, vous avez la graisse qu'il y a sur les sièges pour qu'ils bougent. Dedans, il y a des PFAS. Donc, en fait, ces composés-là, ils sont présents partout, sans que vous le sachiez. Et donc, il y a tout un travail aussi de transfert vers la société, et d'éducation de la société, pour leur dire, voilà un petit peu les différents produits qui contiennent des PFAS. Donc là, il y a probablement un travail. Mais je pense que le pouvoir du citoyen peut être plus fort que celui du législateur à un moment ou à un autre. Mais ça nécessitera aussi beaucoup de travail. Donc voilà, je pense que ça doit venir d'un peu partout. Ça veut dire que comme il y a les légumes moches, il y aura les vestes tachées, les voitures tachées. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'au niveau européen, en termes de jouets, donc ils ont interdit les PFAS dans les jouets. Donc l'Europe fait quelque chose. Après, pour un toxicologue, c'est ce qu'on discutait avec Anne. Ce qui est un peu gênant, de mon point de vue à moi, c'est pour faire une évaluation toxicologique, on se base sur des faits scientifiques, sur des résultats scientifiques, et généralement, ils sont générés par les fabricants de ces molécules. Et on ne sait pas dans quelle mesure ces fabricants donnent tous les résultats. Ces résultats leur appartiennent à eux. Et des fois, on nous demande de nous positionner sur des résultats sur lesquels on n'a pas accès. Donc, c'est un peu compliqué.
Mais c'est comme ça, voilà. Et c'est vrai que comme à l'ANSES, hein, on se base quasiment uniquement sur ce type d'études réglementaires, c'est-à-dire que ça suit des lignes directrices de l'OCDE qui ont été établies. Et à côté de ça, vous pouvez très bien voir des publications scientifiques comme ils vous ont été exposées ici, qui suivent pas forcément les lignes directrices, mais du coup, ces études sont écartées. Est-ce que pour autant, est-ce que ces études ne sont pas quand même valables ou pas? Ça, c'est une vraie question et c'est une vraie difficulté pour les personnes qui sont chargées d'évaluer les risques. Oui, oui, non, c'est nos grands sujets de discussion sur l'évolution de REACH et la réglementation. Pardon, Anne Togola du BRGM, donc je travaille notamment dans le cadre du projet Promises, plus sur le volet analytique et sur le transfert des connaissances vers la réglementation dans différents domaines. Et donc justement, une des questions qu'on se pose, voilà, c'est REACH. C'est vrai qu'on a cette notion on parle de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de substances et on parle de réglementation. Si on regarde l'historique, il y a quand même des molécules. Le PFOA a été interdit depuis 2013 avec des évolutions selon les milieux, selon le type d'industrie. Et en fait, historiquement, c'était interdiction de molécule après molécule. Donc, on met une molécule sur le marché, on démontre qu'il y a une problématique, donc on la retire, on met 15 ans, 20 ans à la retirer. Et juste un point positif, c'est que pour les PFAS, c'est la première fois que la notion de famille chimique est évoquée pour une restriction. Alors nous, scientifiques, on a trouvé ça super bien en se disant, enfin, on va arrêter la course à l'échalote il faut toujours que les chercheurs démontrent qu'il y a un souci. Ça nous a créé d'autres difficultés, c'est que finalement, l'usine nécessaire à mettre en place pour des restrictions change encore d'ampleur. Donc autant c'était déjà compliqué pour une molécule, mais là, parler de familles, d'usages complètement différents, en fait, ça crée de la complexité, mais ça fait quand même que ça évolue plus vite que ce qu'on pouvait avoir auparavant quand c'était molécule par molécule. Alors, on parlait tout à l'heure des mousses anti-incendie. Il y a une réglementation qui est sortie à la fin de l'année dernière qui dit que certaines molécules, donc certaines typologies de mousse sont totalement interdites, sauf pour les usages dont on parlait, donc les pompiers pour des sites industriels à enjeu, parce que quand on échange avec des pompiers qui nous disent si demain vous nous enlevez les PFAS, Lubrizol, on est obligé de le laisser brûler parce qu'on ne pourra pas s'approcher de l'incendie. C'est bien cette nuance-là qu'il faut qu'on arrive, même si on veut stopper au plus vite les émissions de PFAS, c'est quand même cette nuance-là qu'il faut qu'on garde en tête et se dire que si on arrive déjà à réduire de 95% les usages, c'est toujours ça de prix. Alors après, voilà, on plaisante sur les usages essentiels parce que, ayant évoqué, comme Pascal, que finalement les PFAS dans les cosmétiques, on pouvait s'en passer, on pourrait expliquer que finalement, on va détruire une grande partie des cosmétiques parce qu'en fait, on va perdre la durée de vie d'un rouge à lèvres, par exemple, et que ça peut être un enjeu essentiel. Donc, les discussions à l'échelle européenne sur cette notion d'usage essentiel sont, alors, je dirais même pas comiques, en fait, parce que des fois, il y a le côté lucratif qui va rentrer aussi en ligne de compte, et ça, c'est pas dans notre périmètre d'intervention, mais les lobbies sont très, très forts sur ces molécules-là. Mais ça avance plus vite que ça n'a jamais avancé pour une famille de molécules, même si ça ne va jamais assez vite. Je crois qu'on peut toujours acheter les polytéphales, il me semble. On n'est pas obligé, non. Mais pour les crêpes, c'est quand même pratique. Une question là-bas, voilà. Qui voulez vous présenter? Oui, on m'entend bien? Oui, c'est bon. Bonjour, donc Corentin Régnier, groupe Saria dans la transformation des matières organiques. On parlait en gros, on parle du préventif, de comment on enlève les PFAS de la production. Maintenant, la deuxième question, c'est comment on fait le correctif, tous les PFAS qui sont déjà aujourd'hui on va dire dans le monde et dans les matières organiques notamment, pour le coup. Donc la question est peut-être plus pour Madame Lyons. Les politiques, est-ce qu'on a une perspective sur les politiques de cartographie, de traitement? Alors sur la cartographie, je fais référence à un arrêté ministériel de 2023 qui cible certains sites industriels, certaines rubriques. Est-ce qu'on est exhaustif là-dedans? Quelles sont les perspectives sur cette cartographie et sur derrière les potentielles obligations de traitement qu'on va appliquer à ça? Alors, je ne vais pas forcément répondre avec une casquette ministère, réglementaire, etc. Moi, je reste chercheur. Le constat, moi, que j'ai fait au début de ce projet, c'est que finalement, il y a vraiment des va-et-vient entre la recherche
et le réglementaire. C'est-à-dire qu'on nous pose des questions, les ministères nous posent des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre, encore moins au début du projet. Parce qu'effectivement, hein, aujourd'hui encore, les laboratoires nous disent mais comment on mesure tel composé, telle matrice. Donc voilà, faut vraiment voir que, effectivement, je pense que le fait que les PFAS n'aient jamais été réglementés avant et dès leur mise en production, on a pris un gros retard sur leur utilisation, leur dissémination dans l'environnement. Et là, voilà, on essaye de rattraper ce qu'on a lancé en 1970. Donc effectivement, on a un retard de connaissances, on a un retard d'outils, de méthodos. Donc voilà. Donc je pense que effectivement, on peut pas répondre à tout. On essaye de faire au mieux. Nous, en tant que chercheurs, de répondre au mieux sur les données dont on dispose. Est-ce qu'il y aura un principe de précaution comment le principe de précaution peut être appliqué? C'est pas à nous de le décider, c'est plutôt aux autorités publiques. Donc voilà. Donc et peut-être justement pour compléter la question que fait l'Europe, en fait, en tant que coordinatrice de projet européen, j'ai envie de dire, l'Europe, en 2020, on a été 6 projets, chacun de l'ordre de 12 millions d'euros à être financés. 3 plus sur le volet monitoring, environnement, remédiation, et 3 plus sur le volet exposition de l'homme, transfert placentaire, etc. Donc voilà, donc l'Europe finance parce que finalement, sans données scientifiques publiques, le législateur ne peut pas prendre de décision. Donc on essaie d'avancer. La médiatisation du PFAS fait que il y a peut-être de plus en plus de financement vers la recherche. Donc on va avoir plus de données et plus de facilité à répondre aux questions. Et je voudrais compléter, sur l'aspect humain. C'est vrai qu'on est contaminé. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est contaminé? Les donneurs de sang réguliers, les donneurs de plasma réguliers sont moins imprégnés que les autres. Après, on refile nos saloperies, malheureusement, mais ça a été vu. Et puis, on fait attention. On sait que comme les PFAS et d'autres polluants, on peut les stocker dans le tissu graisseux. Et on fait attention à ça. Maintenant, on est en train de dire aux personnes qui sont vraiment en surpoids de faire attention de ne pas perdre du poids trop rapidement, parce qu'on remobilise ces polluants et on les remet en circulation dans le plasma. On fait attention aussi aux femmes qui ont un surpoids, qui ont un désir d'enfant. Il y en a qui seraient tentés de faire un régime avant de faire un enfant, mais on dit non, attendez de faire la fin de votre projet maternel et ensuite vous faites un régime. Parce que vous risquez de remobiliser des polluants stockés et d'exposer le fœtus. Donc il n'y a pas que pour l'environnement, mais aussi pour... On va prendre 2 questions, puis après on va quand même se rassasier un petit peu. Je rebondis quand même sur le fait que les ministères vous donnent des ordres et tout. On les a invités, ils seraient venus sans payer. L'agriculture et l'écologie, je me retourne vers Gaël. Silence radio, ils savent tout déjà en fait. Alors, il n'y a plus qu'à. Bien, 1 ou 2 questions encore de la salle, peut-être. Paul-Antoine, voilà. L'agriculture. Paul-Antoine Sèvres, l'agriculture. Je reviens sur ces histoires de flux en général, parce que vous avez exposé des cas particuliers, mais ça donne quoi la cartographie des flux et l'impact direct sur l'humain? En Europe, on va pas aller chercher ailleurs, mais ça donne quoi ces flux-là entre l'alimentaire, le respiratoire, le contact? Ça serait bien d'avoir un petit schéma qui nous donne un peu ce point-là. Puis l'évolution, parce qu'en fait, comme il y a de nouveaux pifs, comme il y a de quantités annuelles en plus par rapport à ceux qui restent, et le temps de destruction, etc. Est-ce que c'est possible d'espérer avoir ça? Il faut des sous pour la recherche, non? Je plaisante. Après, on aimerait bien avoir ça. Ce qu'il faudrait, c'est mesurer. Bon, c'est vrai que c'est ce que fait le BRGM et ce que fait d'autres instituts au niveau de l'environnement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue de biologiste, ils font ça, la mesure. En ce qui concerne l'homme, c'est très, très compliqué. Au moins, ça nécessite de faire des gestes invasifs comme une prise de sang. On ne fait pas une prise de sang comme ça. Moi, j'ai des projets de recherche où même si on demande à donner une mèche de cheveux, c'est tout un tas de procédures qui sont très, 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 très lourdes. Il faut faire de la publicité, il faut embaucher des gens qui se font exprès pour ça. Toi, des cheveux, tu vas avoir du mal. Hein, mais...
Ça a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. À partir de poils aussi, on peut aussi. Donc, et donc c'est ça, on aimerait bien avoir mesuré tout ça. On a vu qu'il y avait énormément de molécules. C'est très, très compliqué. Après, quelle est la part de ce qui arrive dans notre organisme entre l'inhalation, la nourriture et le contact? On sait que voilà, les pôles environnementaux, la nourriture, entre l'eau et ce qu'on mange, c'est 85-90%. Ah, voilà, ça c'est déjà un chiffre important. Ouais. Parce que quand on met ça plus les essentiels et les non essentiels, peut-être qu'on peut distinguer quand même des voies Ce qui intéressantes. serait bien, c'est vraiment de faire attention à ce qui tourne autour de la cuisine. Voilà, c'est d'un point de vue personnel, quoi. Que ce soit ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on utilise. En termes de perfluorés, on parlait des poêles en téflon, mais il n'y a pas que les poêles en téflon qui sont impliqués dans la cuisine. Et 85% inhalation, alimentation. Mais déjà entre les deux, c'est quoi? 85% alimentation. Ah, 85% alimentation. Mais alors, cuisson ou aliment en tant que tel? Les deux. Non, mais si on arrivait à séparer. Ah, ça, je sais pas. Ça, j'ai pas la réponse. Et les sols et tout ça, on en parlera cet après-midi, je pense. Après, faudrait. Il y a des. Ouais, si, il y a des. Il y a eu des mesures sur les microplastiques qui sont transférés à partir de poils. Non, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas suffisamment de jeux de données. On commence à peine à avoir des données, des analyses en routine. Donc effectivement, sur l'eau potable, c'est pas encore obligatoire la mesure des PFAS. Donc la France voilà, c'est janvier 2026. Donc il faut qu'on accumule suffisamment de données pour après faire la synthèse. Donc, Veolia l'a fait sur tous ses captages en France. Pardon? Veolia l'a fait sur tous ses captages en France. Oui. Avant 26 pour savoir, parce qu'il faut rassurer les gens, mais parce qu'à partir du moment où vous lancez un sujet. Bien sûr, et puis il ne faut pas attendre le 1er janvier 2026 pour découvrir le problème, mais il y a quand même les questions de moyens auprès des ARS. Comment les ARS vont financer toutes ces campagnes d'analyse? Elles n'étaient pas à l'aise. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un plan interministériel PFAS qui est mis en place, qui essaye de coordonner les actions et qui a défini des grands axes de priorité pour justement ça. Mais après, les retours d'expérience sur ces flux-là, on peut commencer à avoir un premier retour sur ce qui est fait dans d'autres pays, notamment en Allemagne, où il y a des choses qui sont faites. Donc voilà, donc finalement, l'acquisition, là aussi, grâce aux autres pays qui ont parfois des jeux de données un peu plus complets. Et tout ça, ces inconnus favorisent le lobbying, hein, en fait. Puis ça va venir aussi avec les progrès des mesures. Là, on peut mesurer à partir des fluides corporels, ça fait très peu de temps. Avant, on ne pouvait pas parce qu'on était limité par la technique. Maintenant, la technique progresse et on peut, parce que c'est une matrice, le sang, c'est une matrice hyper complexe. Hein, il y a plein de trucs dedans. Donc, sans compter les autres organes. Donc, ça vient, ça commence à venir. Non, mais Julie l'a évoqué sur la partie plan PFAS. Il y a quand même des actions qui sont en cours et qui ont démarré depuis 2 ans. Alors après, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, il faut laisser un tout petit peu d'avance à la recherche parce que lancer des campagnes nationales de mesure de 50, 60 PFAS sans être sûr de quels seraient les plus importants à mesurer, enfin, les millions que ça représente. Donc, on est obligé de phaser un petit peu les choses. Il y a quand même eu, donc, on a identifié quand même des gros gap de connaissances sur des grands domaines et c'est en train d'être progressivement rempli au niveau national. Donc, on a parlé tout à l'heure de la campagne émission aqueuse pour les ICPE qui nous a apporté une source d'information sur quels sont les PFAS qui peuvent être émis par différentes typologies. Alors, il fallait commencer par un morceau. C'est celles qui étaient les plus probables émettrices. Je ne pense pas du tout que ce soit exhaustif, mais je crois que ça fait 4500 déjà industriels qui ont fait cet exercice sur une année. Donc, je pense que les laboratoires pourront nous dire la pression que ça leur a mis très rapidement. Là, il y a pareil sur la partie émissions atmosphériques. Donc, les émissions gazeuses des industries les plus polluantes potentiellement, c'est l'exercice de cette année. Il y a une partie sur les sols qui va démarrer. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'essayer de combler les méconnaissances. Mais notre difficulté en tant que chercheur, dans les préconisations qu'on peut faire au ministère pour mettre en place ces campagnes-là, c'est la connaissance historique. Alors heureusement, comme disait Julie, on a un réseau européen et on a des projets européens, comme un projet qui s'appelle PARC, qui est vraiment sur l'évaluation du risque chimique. Et donc, 47 pays européens qui collaborent et les PFAS font partie des sujets. Donc, il y a un échange de données. Mais
on s'est réveillé assez tard sur cette thématique et donc on ne pourra pas rattraper en 2 ans l'intégralité du retard. Ça, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Et l'idée, c'est d'aller au plus vite, alors de bénéficier au mieux de ce que les autres ont déjà fait, de penser quand même aux spécificités nationales, puisqu'on peut avoir des usages particuliers par rapport aux industries, par rapport aux pratiques, et donc garder un petit peu cette lucidité d'avancer suffisamment vite pour rattraper de l'information, mais pas trop vite, parce que si on se dit, on a eu des discussions sur certaines molécules, si on oublie une ou deux molécules qui sont finalement identifiées comme très importantes, on s'en aperçoit 6 mois après, on repart à zéro. Et donc, il faut réinvestir les 5-6 millions supplémentaires qu'on a déjà dépensés. Donc, la difficulté aujourd'hui, elle est vraiment dans cette gradation il faut laisser le temps un petit peu à la science pour essayer d'être le plus efficace possible. Juste la méthionine. Elle est c'est pas par rapport au c'est la même. Alors, l'association Chemsec a fait l'inventaire des 12 producteurs PFAS. Donc, effectivement, il y a cette liste et elle est publique et accessible. Effectivement, il y a eu historiquement production aux États-Unis, en Europe, et c'est en train de migrer et la balance est en train vers l'Inde et la Chine. Effectivement, hein, ce que disent les producteurs américains, c'est qu'ils sont capables de maîtriser la fabrication de polymères et de PFAS respectueux de l'environnement parce que maintenant ils savent faire. Et effectivement, ils peuvent poser la question de est-ce que la Chine sera aussi vigilante que les Américains? Une dernière question avant d'aller déjeuner, là-bas. Ah, il y en aura deux, alors. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que les vampires sont mal barrés parce que ça concentre dans le sang. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de sang à midi. Oui, bonjour à tous. Nicolas Réguillon, la compostière de Montremont. J'ai une question pour Eric, je pense. Par rapport aux résidus de PFAS dans les boues et leur traitement via compostage. Apparemment, c'est pas le top, hein. Voilà. Est-ce que le problème, c'est une question de température ou un maintien en température qui est pas assez long? Effectivement, on va pas monter à plus de 70 degrés. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 70 degrés, ça sera absolument pas suffisant pour transformer ou minéraliser les PFAS présents lors de la phase de compostage. Ça, on le voit déjà bien sur l'incinération des boues, on va monter à 500-600 degrés. Et ce n'est pas suffisant puisqu'on en retrouve dans les cendres. Donc, clairement, ça ne va pas régler notre problème. Et on a vu tout à l'heure le traitement thermique. Je vous montrais des boues avec un traitement thermique à 400 degrés. Là, on voit des choses évoluer. On voit qu'on diminue la concentration d'un certain nombre de composés. Donc, c'est clair que j'ai montré un résultat. Il y avait un échantillon de compost issu de boue et on en trouve. On en a. Donc, le compostage ne réglera pas le problème. Ne va pas. Enfin, on pourrait regarder un petit peu ce qui a été fait aux États-Unis et au Canada. Il y a beaucoup de données sur ces aspects-là. Ça ne suffit pas à diminuer les concentrations. Donc, clairement, ce compost qu'on va mettre sur des terres agricoles va être une source de PFAS pour les terres agricoles. Alors ça, c'est très compliqué à dire parce qu'en fait, ça dépend un petit peu du process de compostage que vous avez. Si vous êtes capable de maîtriser de façon correcte votre degré d'humidité, vous n'êtes pas supposé avoir des lixivias, normalement, puisque si vous avez trop d'eau, c'est que vous allez créer des conditions anaérobies, donc créer des odeurs. Mais les lixivias vont, de toute façon, vont contenir. Maintenant, quel est le bilan matière, je ne pourrais pas le dire, puisque ça va dépendre de la taille de l'andin, ça va dépendre de plein de choses, du volume. Mais clairement, dès qu'on est sur du liquide, on va plus vers des chaînes courtes. Si on est sur des chaînes longues, on va plutôt avoir une association avec la matière organique présente dans le compost. Donc, en termes de quantité, voilà, c'est un petit peu compliqué à dire. Mais clairement, voilà, le compost sera une source, de toute façon.
Donc, adieu le socle commun, hein, il faudra rajouter des choses dedans. C'est pas pour demain la veille. Une dernière question, je crois qu'il y avait une question là-haut. Voilà. On aime bien quand ça participe dans nos manifestations. Sébastien Lely, Tour Métropole Val-de-Loire. Je voudrais poser une question sur la potabilisation, traitement de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des process autres que charbon actif ou procédés membranaires, des pistes émergentes qui permettraient de traiter les PFAS dans l'eau potable pour la rendre potable? Une question pour François. Alors aujourd'hui, ce qui est plutôt préconisé, c'est l'association du charbon actif avec une résine échangeuse d'ions. Donc ça, c'est plutôt des choses. Donc je crois que dans le projet Promises, on a testé ça, Julie. Hein. Peut-être que tu as plus d'infos que moi. Donc ça, c'est des choses qui ont été testées avec voilà, des bonnes performances. Après, il y a des choses sur la nanofiltration qui permettent pas non plus d'éliminer les chaînes ultra courtes. Et après, au-delà de ça, alors, je suis pas un expert de la potabilisation. Hein, j'ai pas connaissance, à part l'osmose inverse, j'ai pas connaissance de technologie qui nous permettrait de s'assurer qu'on n'ait pas de PFAS au robinet du consommateur, sachant que entre le site de production et le robinet du consommateur, vous avez des longues distances avec des bassins de stockage, avec des canalisations, avec un certain nombre de... Voilà. Donc là, on a potentiellement aussi des risques de mobilisation de composés perfluorés. Donc, voilà, Peut-être pour compléter, alors pareil, hein, on ne travaille pas sur ces procédés de traitement pour la potabilisation, mais ce que l'on voit de la part des partenaires et des acteurs qui travaillent là-dessus, c'est que d'une part, il n'y a pas un traitement, une solution universelle. Ça va vraiment dépendre du cortège de PFAS que l'on va avoir. On ne va pas pouvoir traiter le PFOS, une eau avec des dominantes PFOS, comme une eau qui sera plutôt avec des chaînes courtes. Donc déjà, voilà, ils dimensionnent les traitements en fonction vraiment cas par cas. Ensuite, effectivement, c'est nanofiltration, osmose inverse, charbon actif. Effectivement, il y a ces résines échangeuses d'ions, mais reste encore toute la problématique réglementaire pour autoriser ces matériaux pour l'eau potable. Voilà, là-dessus, il y a un blocage réglementaire en France.